Ouais. Bonsoir à tous. Du coup, je vous Bonsoir. bonsoir. Alors, pour que ça soit plus simple, je vais couper les micros de tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Et pour les remettre, ceux qui voudront parler, soit vous levez la main, soit vous remettez votre micro en bas à gauche. Voilà. Je vous remercie d'être présents. Je remercie donc les clubs qui sont présents. Je remercie également les membres de la Commission nationale qui sont présents, Rodolphe, Sébastien, Laurence. Nous avons également trois personnes ressources qui sont présentes ici, qui nous aident en fait sur nos actions. Donc, il y a Isabelle, que vous voyez à gauche de Sébastien. Vous avez Eric de 33 et il y a Momo du 41. Je remercie également Lauriane, donc notre volontaire en service civique, qui est présente. Donc, elle va être avec nous pendant encore 7 mois cette année. Donc, elle nous fait pas mal d'actions, elle nous aide sur les projets. Donc, je la remercie d'être présente. Elle est présente à toutes les réunions. Donc, merci à elle. Et je remercie en dernier donc Marion Mauduit, qui est la DTN responsable de la formation, DTN adjointe responsable formation, à qui je vais laisser la parole en premier avant de commencer la visio sur le plan national de formation Sarbacane, animateur Sarbacane. Marion, je te laisse la parole. Merci Jérôme. Bonsoir à toutes et à tous. Pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit, Jérôme, à part voilà, encore une fois remercier vraiment chaleureusement les membres de la CNS, l'ensemble des personnes ressources qui ont pu bosser maintenant depuis plusieurs années sur cette refonte de plan de formation. Voilà, ça a été un long boulot avec un investissement de plusieurs personnes. Ça me fait plaisir de voir le monde qu'il y a autour j'allais dire de l'écran là ce soir parce que voilà, il y a une majorité quand même que j'ai pu croiser dans les différents temps de travail sur le sujet ou à l'occasion d'autres formations de formateurs ou autres. Donc voilà, je sais tout le boulot que ça représente et voilà, sachez en tout cas qu'il est vraiment valorisé et qu'il est reconnu au niveau de la DTN. Et puis voilà, donc je ne sais pas, encore une fois, je m'excuse si je ne peux pas rester l'ensemble de la réunion, mais voilà, c'est le fruit d'un gros boulot et je pense que voilà, il y a de quoi derrière après remettre en place sur les territoires des formations de qualité avec le boulot qui a été effectué. Donc je sais que ce n'est pas la première visio que vous faites. Et encore une fois, je pense que c'est un vrai plus de pouvoir animer son réseau alors à distance tant qu'on le peut et puis physiquement dès qu'il y aura possibilité peut-être de manière un peu plus rapprochée. Mais voilà, donc je vous souhaite une bonne visio, d'un bon temps d'échange sur le sujet, une bonne présentation et puis n'hésitez pas en cas de besoin voilà, à faire le lien. Et puis, on vous répondra autant que faire se peut. Je sais qu'il y a des dynamiques qui s'organisent sur les territoires de plus en plus. Donc voilà, c'est chouette. Merci à vous. Bonne soirée, bonne réunion. Merci à toi, Marion. Donc, je disais, donc, on est sur notre troisième visioconférence. La première, c'était le module marqueur. La deuxième, c'était il y a 15 jours sur le plan national de arbitre, formation arbitre. Donc, ce soir, animateur Sarbacane, et on en refera une dans 15 jours sur animateur tir à l'arc. Et on a décidé qu'à partir de janvier, on essaierait de faire une visioconférence au minimum une fois par mois, où on inviterait tous les clubs sur divers sujets. Voilà. Donc, on essaiera de se réunir régulièrement en visioconférence de façon à pouvoir répondre à vos questions. Tout au fil de la réunion, là, de la présentation qui va être présentée par Rodolphe, vous allez pouvoir poser des questions dans le petit chat de discussion. Donc, vous avez un onglet discussion en bas de votre écran. Vous cliquez dessus, il y a déjà des gens qui ont écrit. Vous pouvez poser vos questions là et à la fin du diaporama, on vous laisse la parole, donc les uns après les autres. On vous donnera le temps de parole pour reprendre ces questions et on essaiera d'y répondre. Si on peut y répondre en direct, on y répond en direct. Si on ne peut pas y répondre en direct, on notera la question et on vous répondra par mail sans souci. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais donner la parole donc, au responsable formation Rodolphe qui va introduire son diaporama et après je vous partagerai l'écran pour qu'on puisse visionner le diaporama. Rodolphe, à toi.
Merci Jérôme. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, très content de pouvoir vous présenter le module marqueur, le module de brevet fédéral marqueur, de brevet fédéral, pardon, Sarbacane. Je vais y arriver. Parce que ça a été un long travail de toute une année complète. Alors avec le Covid en plus, ça n'a pas aidé, mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont investis et je tiens à féliciter et à remercier les bénévoles qui ont bien voulu donner de leur temps pour écrire, relire, rectifier, corriger, amender, parce que ça s'est fait sur plusieurs allers-retours, ça a été un vrai jeu de ping-pong avec tous les volontaires. Et puis des moments où ça a été des remises en cause aussi, des remises en question. On a tout revu pour essayer d'être le plus efficace possible par rapport au module qu'on va vous présenter là ce soir. Alors, avant de commencer, tout à l'heure, j'ai entendu des gens qui parlaient de faire une formation Sarbacane. Sachez que la première formation du brevet fédéral Sarbacane aura lieu cette année, donc il y a déjà une date de marquée, dans la Somme, donc à Amiens, le 26 et 27 février. Donc le premier stage, vous pouvez le noter, parce que c'est ouvert au niveau national, donc les gens peuvent venir le faire. Donc si vous avez des volontaires, apparemment dans le 86, il y avait quelqu'un qui voulait le faire tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Emmanuel, je crois, qui avait dit qu'il était intéressé. Donc ça sera à Amiens le 26 et 27 février. Donc il suffit de demander à Isabelle ou à Sébastien de vous envoyer la fiche d'inscription et vous pourrez en même temps vous inscrire pour cette formation-là qui se fait sur donc, un week-end. Donc Rodolphe, je te coupe. Rodolphe, je te coupe juste 30 secondes. Si c'est comme moi, ceux qui n'ont pas de casque, je pense qu'on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort ou Alors, je vais essayer de parler plus fort. Ouais. Ça va mieux? Ouais, vas-y. Ça va mieux là comme ça? Bon, un petit peu mieux, ouais. Je disais les formations donc le 26 et 27 février à Amiens. Donc, vous pouvez vous y inscrire. Voilà, on va commencer le PowerPoint qui a été réalisé là pour vous expliquer un petit peu la formation. Et puis après, on répondra donc à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce nouveau plan de formation. À toi, Jérôme. Donc, le plan de formation a évolué. Donc, alors, normalement, ça fait 2 ans. On avait travaillé il y a juste avant le Covid à Tours sur le nouveau plan de formation. On avait vu avec les volontaires pour pouvoir commencer à échanger dessus. Donc là, ça a mis un petit peu de temps pour aboutir, mais ça y est, enfin, ça a été validé par Marion, ça a été validé par tous les membres de la scène aussi. Et donc maintenant, c'est actif. On peut, toutes les formations qui sont mises en place à partir de maintenant sont faites avec ces documents-là. Donc, le brevet fédéral d'animateur, donc on l'appelle généralement le BFA Sarbacane, donc se compose de un module sur la vie associative et la connaissance du mouvement. Donc ça, c'est général à toutes les disciplines sportives, ce n'est pas que pour la Sarbacane. Donc le brevet fédéral a ce module-là qui peut être intégré dans une formation avec d'autres pratiquants d'autres sports. Donc vous pouvez retrouver avec des gens de la moto, du vélo ou de la GRS pour faire ce module vie associative et connaissance du mouvement qui a lieu dans chaque département, généralement. Après, il y a un deuxième module qui est spécifique à chaque discipline sportive. Et un préalable, c'est d'avoir fait un PSC1. Alors, on dit un préalable parce qu'il vaut mieux l'avoir fait avant de rentrer en formation, mais l'objectif étant de l'avoir avant, de toute façon, de finir la formation, puisque la formation ne sera validée qu'à partir du moment où ces 3 éléments-là, c'est-à-dire le module vie associative, le module spécifique et le PSC1, tous les 3 seront validés. Si vous manque un de ces 3 éléments-là, vous ne pourrez pas avoir la validation de la formation en entier. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous disent à chaque fois qu'il suffit d'avoir le module spécifique à la discipline pour pouvoir être animateur. Non, c'est faux, il faut vraiment bien avoir les 3.
Nous, ce soir, on va s'intéresser principalement à la partie spécifique à la discipline, c'est-à-dire la sarbacane. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse déjà à un public licencié qui a un minimum de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en dessous de 16 ans, c'est quand même compliqué pour pouvoir expliquer aux autres. Et en même temps, on peut l'ouvrir quand même à des gens qui sont mineurs, mais à partir de 16 ans, parce qu'on considère qu'ils sont assez grands pour pouvoir quand même gérer un groupe et surtout s'occuper en binôme avec un majeur, bien sûr, d'autres personnes qui sont dans l'association. C'est donc, il faut aussi avoir le PS1 et le module de la vie associative, ça on l'a dit toujours. Par qui? Donc c'est encadré par une personne qui a déjà le FIF, donc un formateur, une formatrice FIF, c'est-à-dire le FIF, ça veut dire formation initiale de formateur. Donc sur la nouvelle version, une nouvelle mouture, c'est-à-dire celle de 2019, ou alors une personne qui avait un FIF plus ancien, mais qui a suivi une remise à niveau. Donc ça, Marion pourra éventuellement, si elle est encore là tout à l'heure, nous en dire quelques mots, parce que la remise à niveau, c'est quelque chose qui va avoir lieu au niveau national, donc qui va permettre à des anciens FIF de pouvoir juste s'accaparer, s'approprier les nouveaux éléments de communication. On est encore sur des anciennes formules, tous les anciens formateurs, eh bien, on va apprendre des nouvelles méthodes pédagogiques pour pouvoir enseigner et apprendre, distribuer le savoir qu'on peut avoir. Voilà. Le pourquoi, eh bien, c'est pour devenir animateur dans son association. Et le comment, donc la formation elle a lieu en local, donc au niveau régional ou au niveau du département. En général, c'est les régions qui organisent les stages et qui les décentralisent dans les départements. Et puis sinon, si ça n'est pas le cas, ça peut être fait directement par le département. Et ça, c'est géré au niveau des UFOLEP départementales ou régionales. La durée, là on rentre dans le vif du sujet, 16 heures réparties en 5 modules spécifiques, en présentiel à chaque fois. Donc la durée est calculée vraiment au plus juste, c'est-à-dire que 16 heures, c'est le minimum de temps de formation. J'ai déjà vu dans les années précédentes des gens qui voulaient faire des formations sur un week-end, alors que normalement, le temps de formation était de 24 heures. C'était un peu compliqué à faire sur 2 jours de présence, 24 heures de formation. Donc là, on va vraiment faire attention et tenir qu'il y ait au moins les 16 heures de formation. Alors après, ça peut être toujours, on peut en faire un petit peu plus, pour répondre aux attentes et aux besoins de chacun, mais il ne faut pas non plus alourdir trop ce programme, parce que sinon après, passer 8 heures de formation par jour, c'est vraiment beaucoup, et les gens ne retiennent pas tout, donc ça ne sert à rien, il ne faut pas l'alourdir de trop non plus. Donc, comme je disais, c'est bien obligatoire ces 16 heures. Voilà, donc la règle, c'est toujours maximum 8 heures de formation par jour, parce qu'au-delà, on ne retient pas, de toute façon, ça ne sert à rien. En amont du stage, on va demander aux volontaires, parce qu'après, ça c'est une question de volontariat, aux gens de s'approprier, aux futurs stagiaires, de s'approprier un document qu'on a nommé pré-BFA, c'est-à-dire on donne des éléments qui sont des éléments qui nous paraissent essentiels et à connaître avant de venir en stage. C'est tout simple, c'est le vocabulaire, comment faire, comment entretenir son matériel, comment s'appellent les différents matériels qui sont utilisés dans la pratique, voilà, des choses comme ça. Le but étant juste d'avoir un socle commun de vocabulaire et de connaissances en entrant en formation pour pouvoir gagner du temps. Voilà, le truc est là et pouvoir parler le même langage. Parce qu'on s'aperçoit que des fois, il y a des gens qui arrivent en formation qui ne connaissent pas forcément le vocabulaire approprié et du coup, c'est un peu plus compliqué pour qu'ils comprennent bien tout. Alors, on fait justement un WooClap, c'est-à-dire un petit quiz, un petit questionnaire, qui n'est pas du tout fait pour sanctionner les gens ni pour leur donner un niveau d'entrée, mais juste pour donner un état diagnostic de chaque stagiaire et voir un peu là où il va falloir que le formateur appuie un petit peu plus sa formation, dans quel sens il va falloir aller pour que chacun puisse ressortir avec un maximum de contenu et de connaissances. Donc là, un petit tableau récapitulatif. Donc, première étape, passer le PSC1.
Alors, il y a des tableaux d'équivalence pour ceux qui ont déjà des anciens diplômes. Donc, ça, il suffit de demander dans les régions. Le responsable formation est au courant. Il pourra vous donner les équivalences. Après, la partie qu'on peut appeler tronc commun, qui concerne la vie associative et la connaissance du mouvement. Après, on aura donc la lecture des documents et de l'appropriation des documents en amont, avec le WooClap pour situer, pour faire une évaluation diagnostique de chaque stagiaire. Après, on passera aux différents modules. Le premier, ce sera la technique. Ce sera sur 5 heures. Alors là, 4 heures sur la pédagogie, 3 heures sur la réglementation, 2 heures sur le placement et posture et 2 heures sur l'animation en club. Donc voilà, là, on a la totalité du module spécifique. Donc le travail préparatoire, on va revenir dessus avec un peu plus de précision. Donc l'appropriation de documents qui concernent le matériel individuel et le matériel de club. Donc, on va faire le tour de toutes les sarbacanes qui peuvent exister et des projectiles, des cibles, des choses comme ça. Le vocabulaire spécifique à la sarbacane et donc l'évaluation diagnostique qui sera faite. Alors, je précise bien, c'est toujours sur la base du volontariat, cette partie-là en amont. Il y a juste le WooClap qui sera fait. Donc, les gens qui connaissent déjà, pas forcément obligés de lire les documents, ça c'est leur choix. Et par contre, le WooClap, il faudra qu'il le fasse pour pouvoir juste donner, enfin, que le formateur puisse avoir un niveau d'entrée et savoir à peu près comment se situent les gens par rapport au contenu de la formation qui arrive. Donc, le module 1, la technique, donc je rappelle, c'est 5 heures. Le but, c'est de maîtriser les fondamentaux de la pratique de l'activité, connaître et appréhender la technique de tir de base, construire une séance sur un domaine technique, évaluer la progression de son élève, puis ajuster le niveau de difficulté technique en conséquence. Là, c'est vraiment, on est sur le basique. Module 2, la réglementation, 4 heures. Être capable de concevoir, d'animer, d'analyser des situations d'apprentissage adaptées. Connaître et prendre en compte les différents publics. Et dispenser l'animation pédagogique spécifique. Dernier point, enseigner la méthode d'observation et d'évaluation en rapport avec l'activité. Le module 3, la réglementation et l'environnement et oh là, il y a une erreur. Et c'est l'appropriation de son environnement, je n'ai pas le terme exact, donc s'approprier les différents règlements techniques de l'activité, savoir les appliquer et les faire respecter, prendre en compte l'environnement, donc la météo, la salle, le terrain, etc. Respect. Acquérir un comportement responsable. Le module 4, spécificité de la sarbacane. Identifier et prévenir les risques liés à l'activité. Repérer les comportements à risque et les situations dangereuses. Et pratiquer les échauffements. Connaître les règles d'hygiène et les consignes sanitaires. On a vu l'importance que ça pouvait avoir sur ces 2 dernières saisons. Le module 5, donc c'est l'adaptation au club ou aux autres structures. Donc, connaître le matériel de base d'un club et adapter ce matériel en fonction du type de structure et du public accueilli. J'ai déjà aperçu qu'il n'y avait pas les mêmes manières d'aborder la pratique si on est en club ou si on est juste sur une séance loisir pour une fête ou autre, hein, ou pour une simple situation de prise de connaissance dans une fête du sport ou autre. Donc, une évaluation formative ou sommative en fonction des besoins sera mise en place pour chaque module. Ce qui fait que chaque module est indépendant l'un de l'autre. Donc, ça veut dire que si, par malheur, il y a un module qui n'est pas réussi par la personne, il y a la possibilité de le repasser. Donc, s'il y a vraiment un échec sur un seul module, et il n'y a pas besoin de refaire la totalité du brevet fédéral. Ça fait que les parties qui ne sont pas atteintes. Et sur le principe, normalement, il n'y a pas de raison.
Donc, chaque module est indépendant et peut être refait si besoin. Quand tous les modules sont acquis, le PSC1 et les modules sur la vie associative et connaissance du mouvement validés, votre formation d'animateur sera validée à ce moment-là. Donc, ça sera inséré comme validé et fini dans la base de données des formations fédérales de l'IFOLEP. Il n'y a plus le petit livret comme on a pu avoir à un certain moment. On a plus mis les fiches ou les différents papiers qu'on avait parce qu'on s'est rendu compte que c'était complètement, c'était jamais rempli correctement, c'était pas remis à jour. C'était voilà, un coup sur deux, c'était perdu. On ne savait pas à quel échelon c'était, si c'était au niveau de la région, au niveau du département, du club. Donc c'était pas intéressant. Les gens étaient mécontents parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir leurs documents. Donc là, il y a une base fédérale et dessus, vous pouvez directement aller récupérer votre attestation de formation qui est mise à jour au fur et à mesure. Donc, la CNS a mis en place avec les personnes ressources qui ont bien voulu travailler sur les documents, et je tiens encore une fois à les remercier. Le gros travail qui a été fait, c'était énorme. Hein. Ça demande des centaines d'heures de travail. Honnêtement, c'est facilement 200 ou 300 heures réparties entre nous tous pour arriver à créer les documents. Et ça n'a pas été si évident que ça. Donc, il y a des supports de formation qui ont été créés. Alors, tout est indiqué dedans. C'est-à-dire qu'on a essayé, donc là vous avez la page de garde qui apparaît, on a essayé de créer un document complet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces documents-là sont incontournables et doivent obligatoirement être utilisés pour pouvoir valider la formation. Je sais que des gens ont des documents à eux, je sais que certains seraient contents de pouvoir donner et proposer leurs documents. Rien ne les empêche de le faire en plus de ces documents-là s'ils le veulent. Mais la base, c'est déjà ces documents-là. L'intérêt, c'est d'avoir la même formation sur tout le territoire. Même si chaque formateur a une manière différente de présenter et de proposer la formation, ce qui est normal, hein, parce que chaque groupe déjà est différent, donc il faut s'adapter à chaque personne, à chaque public. Mais ça permettra au moins d'avoir le même socle commun de connaissances pour toutes nos formations. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, dans ces supports de formation, on a prévu des référentiels pour chaque module. Donc, dedans, on y a mis la méthode pédagogique, c'est-à-dire les objectifs à atteindre, l'organisation spatiale et matérielle nécessaire pour l'organisation du module, les documents formateurs comprenant les codes d'accès pour le support des quiz et autres documents en ligne. Donc là, c'est les documents qui seront à garder par le formateur. Et après, il y a toute une partie documentaire pour les stagiaires. Donc, on ne redonne aux stagiaires que les éléments principaux du module, les éléments clés à noter et puis à s'approprier. Le reste étant juste des choses qui servent au formateur pour pouvoir monter sa séance. Et donc, l'évaluation, quand il y a une évaluation qui est proposée. Donc, tous ces supports de formation. Alors, les documents de la présentation de ce soir sont accessibles sur le site, enfin seront bientôt accessibles sur le site de l'apsl.info dans le dossier formation. Sur le site UFOLART qui est en création, donc ça va bientôt arriver, c'est Sébastien qui s'en occupe, c'est un peu difficile de tout faire en même temps, donc on a du mal à tout gérer en ce moment. Et les documents pour le référentiel de formation, c'est-à-dire les documents là pour les formateurs, sont réservés donc aux gens qui vont les formateurs qui vont encadrer des formations Sarbacane dans l'année, hein, et donc ils sont à demander auprès de moi-même. Donc vous avez mon adresse mail qui apparaît là, rblancpin@ufolep.org, et il y aura aussi bientôt sur le site UFOLARC un espace sécurisé où on pourra aller les chercher aussi directement. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas, donc vous me les demandez directement, mais ils seront distribués au fur et à mesure des besoins, c'est-à-dire quand il y a une formation qui est déclarée, les formateurs me contactent et je leur enverrai les accès pour pouvoir télécharger les documents. Merci bien pour votre écoute et puis maintenant à vos questions.
Merci Rodolphe. Je remercie vraiment le groupe de formation, Rodolphe, et puis toute l'équipe qui l'a aidé sur la création de ce PNF. Comme il disait, c'était un travail de longue haleine avec 200 à 300 heures de travail. On a commencé au début du confinement, donc février 2020, janvier 2020, je crois, où on s'est réunis à Tours. Et à partir de là, les plans nationaux de formation ont commencé à être construits. On va vous écouter pour poser vos questions. Soit vous levez la main vous-même, soit vous avez une petite icône en bas à gauche, en bas de votre écran qui s'appelle « Lever la main ». Vous pouvez le faire et je vais vous donner la parole à tour de tour à chacun. On répondra au fur et à mesure aux questions. Juste avant de commencer, vous avez dans le fil de discussion Sébastien qui vous a mis un petit lien. C'est un questionnaire rapide. Je te laisse, Sébastien, si tu veux le présenter vite fait. Bonsoir tout le monde. Oui, donc je suis référent communication à la CNS. Donc n'hésitez pas, je vous ai envoyé un petit questionnaire. C'est pour pouvoir donc récupérer les participants un petit peu, savoir qui participe, quel est vos profils également, comment vous avez pu connaître l'existence de cette visio. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos adresses pour qu'on puisse, si besoin, vous envoyer les supports si vous le souhaitez, en sachant que les supports seront disponibles sur Gestac dans le courant de la semaine, et puis on les diffusera également via Facebook, ainsi que le replay de la rediffusion de cette visioconférence. Merci. Donc, c'est à vous. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Ouais, Jean-Luc. Tu remets ton micro en bas à gauche. Remets ton micro en bas à gauche. Voilà. Bon. Oui, une question pour Marion. La mise à jour pour le FIF, ça se ferait quand, où et comment? Entendu ma question? Marion, tu es avec nous? Oui, Bonjour Marion. j'ai bien entendu. J'essaye de mettre la caméra, voilà, histoire que vous me voyez quand même. Bonjour Marion, Jean-Luc à l'appareil Marseille. Voilà. Oui, salut Jean-Luc, j'avais reconnu. Bon, vu que mon FIF, il est ancien. Oui. Donc, une mise à jour, elle se fait quand, où, comment? Alors, tu es bien gourmand en questions et en demande de réponse, mais non, alors effectivement, pour revenir peut-être un petit peu sur le sujet là, qui a été évoqué, l'idée était de quand même reconnaître le travail qui est réalisé déjà dans les territoires au niveau des formateurs existants. Et déjà actifs sur le territoire, quelles que soient les activités. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir proposer un temps de mise à niveau, d'échange entre pairs autour des modalités PEDA, de donner, voilà, ce qu'évoquait Rodolphe tout à l'heure aussi, là, sur les nouveaux outils ou des méthodes PEDA qui sont un peu plus innovantes, voilà, avec l'apparition d'outils numériques et autres. Alors, il y a deux façons de le faire, c'est-à-dire soit on suit un FIF nouvelle version, sachant que cette formation répond aussi bien aux nouveaux formateurs qu'aux anciens finalement. Enfin, je pense que voilà, autour de la table, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, qui soit n'ont jamais été en situation de formation et qui vont le devenir très prochainement, soit qui le sont depuis longtemps. Petit clin d'œil à Mohamed notamment, qui est autour de l'écran et qui l'a suivi aussi alors qu'il en avait déjà suivi 10 ans auparavant. Je pense que déjà cette formation peut apporter déjà pas mal de choses effectivement. C'est notamment celle que tu avais suivie toi-même avec Corinne. Voilà. Et après, on va proposer pour ceux qui, entre guillemets, ne se reconnaissent pas sur cette proposition, qui pensent qu'elle ne s'adresse qu'aux nouveaux formateurs, voilà, un format un petit peu différent. Alors, il risque d'être plutôt sur la fin du deuxième trimestre. Je suis en train de caler le calendrier là. Voir si on peut proposer des choses en distanciel aussi en amont pour les sessions de formation qui vont avoir lieu sur le premier trimestre et où les gens voudraient déjà commencer à se remettre à niveau sur certains sujets. Voilà, sachez qu'on est en train vraiment de finaliser un calendrier de formation de date de ce qu'on appelle FIF, mais qui va peut-être évoluer de nom parce que FIF, c'est un côté formation initiale où c'est vrai que certains ne se reconnaissent pas forcément, alors qu'en fait, effectivement, on aborde tout un tas de sujets
autour de la communication de formateurs, autour des outils pédagogiques, voilà, autour des apprentissages globalement de l'adulte et comment l'adulte apprend, etc. Donc, des choses qui peuvent être revues, je dirais, assez régulièrement par toutes et tous. Mais voilà, on va aussi vous proposer des modules de formation continue pour les formateurs, un petit peu plus thématiques, je dirais, en fonction des besoins de chacun et de chacune, qui soient aussi bien autour de la posture du formateur que de l'utilisation d'outils spécifiques. Voilà, donc qui varieront entre une demi-journée, 2 jours selon la thématique. Voilà, donc un calendrier qui, j'espère, devrait sortir d'ici fin décembre auprès du réseau pour que chacun et chacune puisse voilà, s'inscrire et en tout cas réserver la période ou au moins les dates sur ces différents temps-là. J'espère avoir répondu en partie à ta question. Merci. Merci. Merci Marion, merci Jean-Luc pour ton intervention. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Manuel, tu remets ton micro en bas à gauche. Voilà. Ouais, tu peux le remettre en place. Concrètement, 26-27 février, comment ça se met en place? Enfin, je dirais qu'on arrive le matin, on arrive l'après-midi, et surtout sur un plan logistique. À savoir que moi, je viens de la Vienne, ça veut dire un logement sur place, ça veut dire ce genre de choses juste à connaître. Isabelle ou Sébastien? Bonsoir. La formation, elle va commencer du samedi matin au dimanche. Après, s'il vous faut un hôtel, on peut vous communiquer des coordonnées, mais on ne va pas gérer la réservation de l'hôtel. D'accord. Par contre, tout ce qui est repas du midi, ça fait partie de la prise en charge de la formation. D'accord. En sachant que les ponts ne sont pas forcément très accueillants, hein. Ils sont assez petits à Amiens. Pour dormir sous les ponts. C'est pas la saison en plus. On ne peut pas le faire à Marseille. Alors. Ah, on vous ouvre les bras, nous. Chouette. On a les structures pour. Du coup, tu as ta réponse, Manuel? Ok, oui, ça marche. Merci. D'autres interventions? La formation, là, sur Amiens, je vais en faire un peu la publicité quand même, parce que je les vois un peu gênés, les formateurs là, qui vont l'encadrer. Elle est peu chère, elle est à 40 € pour le week-end, avec 2 repas compris dedans. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très, très abordable en termes de prix. Bon, vous obligera à faire des kilomètres, c'est clair, mais après, une chambre d'hôtel, bon, ça va, c'est pas... ça peut passer, quoi, disons, dans le coût de la formation. C'est pas trop important. On a des hôtels dans toutes les gammes de prix, hein, sur Amiens, comme pas mal de grandes villes. Après, on peut vous communiquer aussi des petits restos qui peuvent ne pas être trop chers ou des choses comme ça. Il y a ce qu'il faut, hein. Après, suivant les lieux d'origine d'un petit peu tout le monde, on peut très bien aussi voir comment on peut s'organiser pour un repas le soir ou des choses comme ça. Il peut y avoir des petites choses à voir après en fonction du nombre d'inscrits, des participants, et puis aussi du budget. On ne va pas non plus imposer un hôtel et puis des repas avec un prix imposé, quoi. Mais ça, on communiquera tout ça, il n'y a pas de souci. Après, pour les questions plutôt d'ordre pratico-pratique ou ce genre d'informations nécessaires pour les hôtels ou autres, Seb a donné mon adresse mail tout à l'heure, vous m'envoyez un petit mot et puis on échange, il n'y a pas de problème. Je pourrais remettre l'adresse mail, Sébastien, s'il te plaît? Voilà. Ouais. Super. Je lève la main. Oui. J'ai une question. J'aurais voulu savoir si les clubs qui pratiquent en ce moment rencontrent des réticences de la part des adhérents par rapport au côté sanitaire, les précautions. Rien du tout. Laurence confirme également. Je te laisse la parole, Laurence, si tu veux. Mais de notre côté, les gens sont toujours partants, hein. Après, on est pas de souci, hein, que ce soit les jeunes ou les adultes, les gens sont partants, ils aiment ça et puis ils sont tellement contents de se retrouver, puis ils sont en manque, hein. Alors, ce que je sais, c'est d'avoir un ensemble d'arguments, puisque j'ai des dirigeants qui sont
très réticents. Sur le département du 41, donc 2 clubs pratiquent régulièrement sans problème. Et un autre club, il y a des réticences en interne. Et j'essaie d'avoir un argumentaire pour leur dire qu'on peut prendre toutes les précautions et puis ne pas se braquer sous prétexte des contraintes sanitaires d'aujourd'hui et des risques éventuels. Le protocole est suffisamment détaillé pour pouvoir assurer les présidents du club. Ils peuvent y aller. On est le protocole sanitaire, donc pas du ministère, mais bien, puisqu'il n'y en a pas pour la Sarbacane, mais celui du FOLEP, est hyper protecteur, hyper détaillé et a été travaillé et validé par le médecin fédéral. Donc, on est bien à 2 mètres de distanciation entre des cibles, etc. Vraiment un équipement à 100% individualisé, aussi bien les plaques, les pieds. La Sarbacane sur un mur de tir, par exemple, c'est proscrit. On est bien vraiment sur quelque chose d'entièrement individualisé. À l'exception, bien sûr, ça c'est comment je pourrais dire, de la logique. Quand vous avez mari et femme, ils vivent ensemble toute la journée, on peut éventuellement effectivement les mettre sur une grande plaque, quoi. Mais sinon, tout est vraiment individualisé et permet de rassurer tout le monde. On le fait en animation extérieure avec des sarbacanes à usage unique. On limite le nombre de participants et les participants viennent toujours aussi nombreux, sont déçus quand on leur dit non, c'est pas possible, on n'a plus de matériel, il faut qu'on respecte le protocole. Ils sont déçus, mais ils sont rassurés par rapport à ça. Ça a été accepté aussi, ce mode de fonctionnement, pour te donner un ordre d'idée, Mohamed, a été aussi accepté par un hôpital où on est allé faire une animation en Sarbacane. On avait verrouillé, le protocole il a été présenté quand même à des cadres de santé, il n'y a pas eu de souci particulier. C'était juste pour terminer, c'était sur le fait de la lourdeur du matériel supplémentaire. Les distances, c'est une chose. Et puis la question sur le côté Stramit, c'est-à-dire que pour moi, je peux pulvériser un produit désinfectant sur la grande surface de Stramit pour que les gens soient conscients que on veille au grain, mais chacun a sa cible, quoi. Même sur du Stramit, en fait, le docteur Fabregat, donc la médecin fédérale, le déconseille très fortement dans la mesure où on n'a aucune certitude que le virus ne circule pas à l'intérieur du Stramit. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment le risque zéro, quoi. On est vraiment sur du principe de précaution peut-être trop élevé, mais voilà, en tant que CN, on veut prendre vraiment aucun risque et voilà, on protège tout le monde. Le Stramit, comme sur les muscles, par exemple. Les plaques de B13 sont très peu coûteuses. En 2,50 m, on les coupe en individuel et ça va super bien. D'accord. En 3D, c'est pareil. Pour l'instant, le protocole 3D n'a pas été activé parce qu'on ne peut pas garantir. Effectivement, quand on tire un projectile avec la Sarbacane, il y a des postillons. Il y a donc automatiquement des propulsions de particules, de molécules qui partent en même temps, qui sont sur le projectile en lui-même. Donc, si on tire sur la cible, effectivement, l'extérieur peut être contaminé, mais l'intérieur aussi. Et on ne peut pas désinfecter l'intérieur de la cible. Pour revenir à ce qui a été dit, Sébastien a fait un très, très, très gros travail au niveau du protocole et la remise à jour du protocole. Je crois que la CN a fait un gros travail qui nous a été reproché même très longtemps parce que il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, c'est trop lourd, on ne peut pas faire, c'est trop compliqué, ça ne peut pas être mis en place dans les clubs, etc. Non, ça a été fait avec le médecin fédéral. Alors, il y en a qui nous reprochent d'être trop exigeants et d'être trop sécuritaires. Et là, apparemment, chez toi, à un moment, il y a des gens qui par l'inverse, disent que ce n'est pas assez sécuritaire. Donc, à un moment, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Notre médecin fédéral est là pour garantir aussi le côté médical et respect des règles sanitaires. Le travail est suffisamment abouti maintenant pour que ça puisse être fait dans des bonnes conditions et que ça soit respecté par tout le monde. Je tiens à préciser quand même qu'on est la seule fédération aujourd'hui à avoir proposé un protocole sanitaire pour la Sarbacane. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir?
le, André. le règlement, le nouveau règlement qui a été discuté aux réunions à Pau, je sais pas où. On l'a pas encore vu, on pourra l'avoir. Parce qu'on a eu pas mal de soucis, tu es au courant, hein, avec le règlement. Alors, par rapport au règlement, au manuel arbitrage, je veux dire. C'est par rapport au manuel arbitrage, tu veux dire. Ouais. Le manuel arbitrage est en pleine refonte. Il va être. Il n'y a pas de modification particulière. Hein. Même le règlement, pas de tir, tout ça. Hein. Moi, je sais que bon, le 13, on a été chaleureusement invité à fermer notre gueule, pour être poli. Mais bon, on n'a rien vu de nouveau là. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Il n'y aura pas de gros. Mireille n'est pas là sur l'arbitrage, mais je suis un petit peu ça de près. On en a parlé encore à la dernière réunion de CNS. Il n'y a pas de modification substantielle très importante sur le règlement Sarbacane. Hein, donc, les Sarbacanes sont toujours un point de visée maximum, mais sans rien dessus. Mais un point de visée maximum. Voilà. Après, ce que tu as dit et ce qui a été dit on ne va pas passer la soirée dessus, mais ce qui a été dit lors d'une manifestation il y a quelques années ne correspond pas à des points de visée. Hein. Ah, pardon. Non. Ah, non. Ben, là, non, je suis désolé. À ce moment-là, tout est point de visée. Une mousse, un doigt, tout. On l'a démontré par A plus B. Non, 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 ben, moi je peux te le démontrer aussi. André, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, mais je sais, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous. Hein. Oui, ben, à un moment, tu sais, c'est le principe, c'est de se plier à la majorité des gens. Donc, à un moment, un règlement, il est édité pour la totalité des gens. Il y a certains départements qui font des particularités et qui l'adaptent leur règlement par rapport à leur pratique, parce qu'ils sont trop nombreux, parce que je me souviens des départements où les catégories vétérans n'étaient pas suffisantes, ils ont créé des catégories super vétérans. Il y a d'autres départements où les catégories moins de 11 ans avaient un règlement spécifique par rapport aux 12-13, etc. Donc, chaque département peut faire des adaptations à son niveau lors de ses concours. Mais ce n'est pas pour ça que le règlement national doit suivre ces règlements-là. Ouais. Ça s'appelle des particularités locales. Et après, il y a ce qu'il y a décrit dans le règlement national. Voilà. Ouais, alors, après, on peut l'adapter, ce règlement national. Mais c'est des choses qu'on discute avec tous les éléments en main et avec tous les membres de la CN pour prendre des décisions et faire des modifications. Alors moi, je ne peux pas là t'en dire plus parce que le règlement d'arbitrage est en pleine refonte à l'heure actuelle. Il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des personnes ressources qui font l'effort de retravailler dessus. Mais grosso modo, je ne vois pas trop de changements par rapport à ce qu'il y avait de prévu, enfin, ce qu'il y avait décrit jusqu'à présent. Il y aura quelque chose qui sera peut-être plus clair à comprendre pour tout le monde, mais il n'y aura pas de grande modification. Parce que c'est comme, bon, pour en revenir à la dernière rencontre nationale qu'on a eue avec qui on a eu des problèmes, c'est comme le pas de tir, la hauteur des blasons sur une butte par rapport au pas de tir, c'est pas bien. Je me permets d'intervenir juste pour recentrer. C'est pas que c'est pas inintéressant, bien au contraire, mais on va recentrer quand même plus sur la formation. Si besoin, on pourrait en discuter sur une autre réunion. Je pense que ce sera plus l'endroit, André. C'est pas pour c'est pas pour te couper la parole ou quoi que ce soit, mais si on commence à partir sur l'arbitrage, je pense qu'à 5 heures du matin, on y sera encore. Oui, je sais. Je pense, pas tout résolu. Je pense que ça peut être. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on essaierait de se réunir régulièrement à partir de janvier, au moins une fois par mois, et on peut mettre un intitulé d'une conférence sur les questions Sarbacane. C'est tout à fait possible de faire ça. Quand on aura fini les présentations du PNF, parce que je crois qu'il y a une dernière présentation en janvier, Rodolphe, si je ne me trompe pas. Quand on aura fini les dernières présentations du PNF, du coup, on pourra aborder justement différents sujets. Je ne sais pas sous quelle forme encore on pourra demander au réseau. On va y réfléchir ensemble. Mais je pense qu'on vous mettra en ligne ou on essaiera de faire publier un questionnaire, de savoir sur quel sujet vous voulez qu'on se réunisse et qu'on discute. Et je pense que ça pourrait être vraiment l'occasion de pouvoir aborder ce sujet-là. Ouais, oui, pas de souci. Par contre, bon, pour ce qui est de monter à Amiens pour se recycler, pour moi, c'est impossible. Hein. Je ne pourrais pas remonter à Amiens. Hein.
Non, mais si on donnait juste l'information pour dire qu'il y avait la possibilité, on disait qu'il fallait obligatoirement remonter à Amiens pour faire la nouvelle formation. Oui, non, mais c'est pour ça, moi j'ai des activités professionnelles qui m'empêchent d'aller si loin. Après, il est tout à fait possible de mettre en place des formations dans le sud, dans la région, dans votre région. Il n'y a aucun problème. Au contraire, je pense que Marion, elle est favorable à ça. Voilà. Donc, faut profiter. Je confirme. Et pour votre info, pour qu'elle soit complètement complète, puisque j'ai cru comprendre que vous veniez du 13, il devait y avoir normalement une formation de formateur ce week-end et en PACA, voilà, donc chez vous, et qui a dû être annulée par manque de participants. Donc voilà, donc je vous engage, s'il y a du besoin et si vous êtes intéressé. Ça a été annoncé où ça? Par le comité régional auprès de l'ensemble des comités départementaux. Alors, est-ce que, à quel niveau ça a été communiqué et recommuniqué, c'est un autre sujet. Et de la même manière, on ne va pas forcément débattre de ça ce soir. Mais en tout cas, je confirme ce que disait Jérôme sur le fait que notre ambition, c'est de pouvoir toucher un maximum de monde avec ces formations parce qu'il y a un réel intérêt. Et de plus, alors, pour le coup, ce sont les stagiaires qui l'ont vécu, qui le disent et où la satisfaction est en plus vérifiée sur ces stages-là. Donc voilà, donc l'idée c'est d'en mettre un maximum en œuvre en fonction des besoins et surtout les territorialiser. Voilà, donc on en a fait en Centre-Val-de-Loire, on en a fait en Pays de la Loire, on en a fait en Occitanie, on en a fait un petit peu partout et on va prolonger ça encore l'année prochaine aussi. Parce que nous, en PACA, on était encore en réunion la semaine dernière avec Jean-Luc Caïto et tout. On n'en a jamais entendu parler de cette réunion aussi. Jean-Luc, tu voulais intervenir? Avant de laisser la parole à Jean-Luc, qui a levé la main, je voulais dire que effectivement, Marion a raison. Moi, j'étais au courant de cette formation dans le 13. Ça me faisait un peu loin, je ne pouvais pas y aller, mais c'était un peu compliqué sur les dates qui étaient proposées. Mais par contre, pour information quand même, je suis en contact avec votre responsable régional, formation, qui m'a déjà contacté suite à votre réunion de la semaine dernière pour me demander des renseignements sur les stages BFA tir à l'arc, etc. Donc, ça veut dire qu'elle est tout à fait ouverte pour pouvoir travailler avec nous. Donc, ça c'est déjà bien, c'est super. Et je l'ai invitée à me recontacter dès qu'elle avait besoin de la moindre information, qu'elle n'hésite pas à me recontacter. Donc, vous pouvez passer par elle, il n'y a aucun souci. On peut monter les formations ensemble, il n'y a aucun problème. Nous, on est preneurs. Au niveau de la CNS, on n'attend que ça. Des gens qui nous disent, nous, on veut monter une formation, est-ce que vous pouvez nous aider? On est là pour ça. On est des bénévoles comme vous, mais on est là pour ça, pour vous aider à monter ces formations. D'accord. Jean-Luc? Oui, moi, je voulais juste, par rapport à cette formation qui avait été mise qui avait été proposée donc, pour ce week-end, je l'ai découverte semaine dernière, semaine dernière, début de semaine, pardon. C'était vendredi, ouais. Vendredi, j'ai découvert ça, et quand je me suis connecté, il y avait un message qui disait qu'elle était annulée, par faute de participants. Ce qui serait peut-être bien, c'est que lorsqu'il y a des formations qui sont mises comme ça, qui sont proposées, c'est peut-être faire une diffusion. Alors, je sais que c'est difficile de faire la diffusion à tous les clubs, mais de faire au moins une diffusion au niveau des commissions qui relaient l'information. Puisqu'il faut à la limite, c'est quand on cherche, je me rappelle quand je cherchais à passer le BFA1, il a fallu que je cherche l'info à gauche, à droite, que j'aille à la pêche aux infos, alors que si il y avait, je ne sais pas, un référentiel ou même sur des stars, une information, formation de ci, formation de ça, ce serait bien mieux. Moi, étant membre du CPR et du CPD, on n'a rien reçu. Alors, pour votre information, c'est ce qui est envisagé et c'est bien dans ce sens-là où je vous indiquais tout à l'heure qu'on est en train de travailler sur un calendrier pour pouvoir le diffuser, je dirais, en grande pompe sur différents canaux et via différents liens. Par contre, en revanche, ces stages-là, ils sont systématiquement indiqués dans la newsletter fédérale UFOLEP qui s'appelle le contact. Ce contact, il n'est pas envoyé effectivement à tout le réseau parce que tout le réseau n'a pas donné son accord via le web affiliate. Là, quand on s'affilie à l'UFOLEP, il y a des cases à cocher pour pouvoir recevoir ce type d'informations. En revanche, normalement, l'ensemble des CN le reçoivent, donc peuvent aussi relayer. Alors, je ne dis pas que c'est leur rôle forcément de relayer cette info-là. Si elles ne l'ont pas en direct, on peut aussi passer à travers l'info
sur le sujet. Et c'est pour ça que quand on met en œuvre des formations territoriales à ce niveau-là, il y a effectivement aussi besoin de ce relais en local des comités régionaux vers les comités départementaux, vers les CTD, CTR, toute activité concernée. Voilà. Donc, alors, ce coup-là, voilà, ça a loupé. C'est pas dramatique. Ça ne veut pas dire qu'on n'en repositionnera pas sur la région. Voilà, on a eu un échange avec la déléguée et le président à ce sujet-là pour essayer d'en repositionner et que peut-être la communication soit un petit peu mieux travaillée, effectivement, pour toucher un maximum de formateurs, qui soient d'ailleurs bénévoles sur les activités ou professionnels voilà, qui interviennent sur des formations type CQP ou autres, puisque ça concerne tout le monde. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a 3 qui sont envisagés sur 2022 aussi, notamment en Île-de-France, en région Hauts-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, on diffusera aussi l'ensemble de ces dates et également pour les nouveaux modules de formation, la thématique que j'évoquais tout à l'heure. Ça me permet de faire le lien aussi avec ce que disait tout à l'heure Rodolphe sur le référentiel formateur qui a été écrit et qui a demandé beaucoup de travail. Celui-ci, c'est vraiment, on garantit avec ça l'harmonisation des contenus qu'on souhaite porter voilà, sur ces formations-là et pour s'assurer également que ceux-ci ont bien été évoqués et transmis. Ça ne veut pas dire que derrière, comme le disait Rodolphe, les formateurs ne peuvent pas proposer des évolutions de méthodes pédagogiques ou proposer d'autres choses sur l'animation notamment, parce que chacun a aussi sa manière d'animer, chacun a ses propositions propres aussi. Et bien évidemment, on engage à ce que chacun et chacune puisse faire aussi évoluer les formations pour gagner en interactivité et autres. Cependant, voilà, on est assez... je dirais d'accord sur le sujet pour qu'on reste quand même dans ce cadre-là. Il y a un cadre fédéral au-delà même du contenu qui, pour le coup, me concerne beaucoup moins parce que si j'étais spécialiste tir à l'arc Sarbacane et des 130 autres activités de l'UFOLEP, ça se saurait. Mais en tout cas, voilà, ce travail-là, c'est le leur, le vôtre et qu'il faut voilà, en tout cas, garantir et porter. Et comme tout le cadre fédéral globalement de la formation qui a été présenté, à savoir le tronc commun qui est fait en dehors de ces 16 heures là, de présentation de la partie spécifique portée par les comités, qui est tout aussi important et où on travaille aussi avec les comités pour que cette partie de formation elle gagne en interactivité et je dirais en intérêt pour les stagiaires qui le passent. Également, le PSC1 doit se réaliser en parallèle et je voulais juste faire un petit point sur l'âge minimum. Alors, Rodolphe l'a un petit peu présenté et dit quand il l'a évoqué, mais voilà, s'il y a un âge minimum qui a été posé, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que voilà, on estime qu'en dessous de 16 ans, sur cette partie de BFA Sarbacane, il n'est pas forcément pertinent, judicieux au regard voilà, du développement aussi de la personne, de la capacité à encadrer un groupe derrière en toute sécurité et autres. Alors, ça peut être peut-être injuste ou pas forcément de bon sens quand on veut inscrire un stagiaire qui a 15 ans et 8 mois, mais en tout cas, il faut bien poser un âge minimum. Voilà, donc on vous engage en tout cas voilà, à respecter l'ensemble de ces cadres-là qui ont été en tout cas réfléchis sur le sujet. Voilà. D'accord. Alors, pour rebondir sur ce que disait Marion au niveau des formations fédérales, les FIF, enfin, on appelle FIF, formation de formateurs, disons. Effectivement, moi j'ai reçu l'information, on ne l'a pas diffusée parce que pour l'instant, on pensait que c'était diffusé par le réseau national. Et pourquoi pas le diffuser aussi sur nos propres réseaux de la Sarbacane et du tir à l'arc. Nous, avec Sébastien, on avait beaucoup évoqué le sujet parce que lui est responsable formation, responsable communication et moi responsable formation. Donc, on a beaucoup partagé dessus. Alors, on a deux choses qui sont à prendre en compte. Premièrement, il faut que les régions qui mettent en place ce type de stage communiquent avec nous et nous donnent l'information, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, c'est pour ça qu'on a bloqué un peu le système en disant, si vous voulez avoir les documents pour les formateurs, pour votre stage, il faut me contacter. Comme ça, au moins, je pourrais dialoguer avec le responsable et pouvoir savoir les dates des stages mis en place. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a. C'est-à-dire, si on a les dates qui sont mises en place, enfin, pour les formations mises en place dans vos départements ou dans vos régions, nous, on pourra le communiquer au niveau national, et on a décidé avec Sébastien de les mettre systématiquement sur la page Instagram et Facebook de l'UFOLEP tir à l'arc Sarbacane.
donc ça c'est clair, et de les rajouter aussi sur Gesta. Donc ça, c'est des éléments qui vont être systématiquement rajoutés. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir les dates pour pouvoir vous les communiquer. À partir du moment où on les aura, il n'y a pas de problème. Nous, on les diffusera au maximum par tous les réseaux où on peut pour qu'un maximum de personnes puissent être touchées. J'ai Manuel qui avait des questions à poser. Oui, deux petites questions. Isabelle, Rodolphe et Sébastien. Est-ce qu'il y a une présentation des différentes sarbacanes? Ce qu'il est judicieux d'avoir, sans tomber dans l'exagération que j'ai pu voir dans d'autres clubs en France, sur les différentes sarbacanes qui sont à utiliser. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on va parler un petit peu de l'handisport au niveau UFOLEP? Moi, je suis affilié handisport dans la Vienne pour la Sarbacane, mais directement avec des sarbatins handisport purs dans cette fédération. Maintenant, je sais qu'il y en a aussi qui aimeraient bien tirer purement en UFOLEP, mais que je ne prends pas, puisque je n'ai pas cette connaissance, même si le langage il est le même. Alors, concernant différents types de sarbacane, c'est exactement le contenu du pré-BFA, c'est-à-dire les documents que vous avez à lire dans la partie avant votre pré-formation de votre BFA prennent en compte les différents types de sarbacane qui existent. Alors, il n'y a pas l'intégralité des sarbacanes, c'est pas possible, mais on parle principalement des 3 diamètres des tubes qui sont utilisés et des tailles de sarbacane. Voilà, tout est bien spécifié dedans. Voilà, comme les projectiles aussi qui sont utilisés. Donc là, normalement, c'est des informations qui vous sont déjà données avant le stage, pour pouvoir avoir une base commune avant d'arriver au stage. Après, vous arrivez avec le matériel que vous voulez. Hein. Si vous tirez avec une diamètre 62, ou si vous tirez avec une diamètre 50, ou si vous tirez avec une diamètre 40, c'est exactement la même chose. Vous serez accueilli de la même manière pendant la formation. Concernant le handi, je vais laisser la parole à Sébastien et Isabelle, parce qu'eux ont l'expérience, puisqu'ils ont un club qui a cette particularité d'accueillir vraiment toutes les personnes. Alors, concernant la pratique handi, oui, on l'abordera, mais ce ne sera pas l'objet d'un chapitre de cette formation. Mais on l'abordera et on répondra aussi aux questions qu'il pourrait y avoir. Alors, moi, j'aime parler, on va dire, sport handicap plutôt que handisport, mais après, c'est une histoire de terminologie. Mais on abordera le sujet, on abordera effectivement la manière d'animer cette pratique en fonction du public qu'on peut avoir en face de soi et de sa faculté à comprendre ou pas. Ça existe déjà, la participation des personnes à mobilité réduite. Parce que moi, j'ai participé à des nationaux où il y avait des gens en fauteuil, ils étaient avec nous, on ne pas le tir. Mais le handicap, ce n'est pas seulement que les personnes à mobilité réduite, on va aborder aussi, enfin, on va échanger plutôt qu'aborder parce que ce n'est pas le contenu complet de la formation, mais on va aborder aussi tout ce qui est déficience intellectuelle, comment je vais faire pratiquer la sarbacane avec des traits qui sont pointus et puis faire comprendre à une personne qui a une déficience intellectuelle la dangerosité de l'arme. C'est aussi ça en fait. Le sport handicap, ce n'est pas vraiment que le handicap physique, c'est vraiment tout type de handicap. Après, comme l'indiquait Rodolphe dans la présentation, on a 16 heures effectivement à faire. Rien n'empêche par la suite, pourquoi pas, nous étant sur place, et c'est facilitant en même temps, de se prendre 1 heure peut-être en fin de formation pour parler de sujets spécifiques. On peut aller plus loin. Rien n'empêche également, voilà, vous avez des stagiaires ont des questions pendant la formation. Ça n'intéresse peut-être pas l'ensemble, dans ce cas-là, pourquoi pas faire un redon derrière, mais en visio? Avoir effectivement à 3-4, se faire une visio d'1 heure, 2 heures éventuellement, et puis poursuivre là-dessus. C'est des choses qui pourraient être effectivement, pourquoi pas, mutualisées au niveau national en fonction des différentes formations qui pourraient avoir lieu un petit peu sur tout le territoire. Voilà, on a eu ça comme question qui remonte. Tout le monde n'est pas forcément intéressé, mais sur un groupe de 8, il y a 2-3 personnes. Bon, d'accord, on va faire une session spécifique d'1 heure, 2 heures en visio, peut-être 2-3 mois après,
de façon à aller plus loin. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Tout est à construire, tout peut être imaginé, imaginable. On a aujourd'hui, un peu grâce au Covid, au confinement, je devrais plutôt dire, quasiment tous maintenant de façon contrainte ou volontaire, l'usage de la visio. Je dirais presque profitons-en effectivement par rapport à ça. C'est des contenus qu'on peut aborder en cours de formation, au-delà des 16 heures, et après en individuel ou en collectif, en distanciel si besoin. Ce n'est pas gênant. Oui, et pour finir dessus, quand on dit 8 heures de formation par jour maximum, généralement, si on commence le matin à 9 heures, si on fait des 9 heures midi, 13h30, 18h30, ça en est. Donc, ça veut dire que après, le soir, par exemple, il y a possibilité de partager, d'échanger. On ne doit pas simplement arrêter la formation parce qu'on a fait nos 8 heures, mais après, c'est plus du cours vraiment avec un contenu précis. C'est des moments d'échange, c'est des moments de partage. C'est là où l'intérêt des soirées comme ça, c'est de pouvoir discuter entre nous et de partager nos savoirs. Donc, c'est une continuité aussi dans la formation. Ok. S'il n'y a plus de questions, allez, si Jean-Luc, vas-y. Ouais, la question, c'est jusqu'à présent, on passait le tronc commun. Donc, dans le nouveau plan de formation, c'est à peu près la même chose ou ceux qui ont déjà le tronc commun numéro 1 et qui veulent faire le BFA Sarbacane alors qu'ils ont le BFA1 tir à l'arc, est-ce qu'ils sont obligés de repasser tout l'ensemble de la formation? Marion, tu veux répondre? Oui. Alors, effectivement, alors, ce n'est pas le même exactement, il n'est pas organisé de la même manière. Pour autant, ceux qui sont déjà titulaires d'un tronc commun dans le cadre d'un autre BF, qui soit d'ailleurs tir à l'arc, qui soit gym ou qui soit volley, n'est pas contraint de le repasser pour passer le nouveau BFA. Dans la mesure où, notamment, celui qui était valable jusqu'en 2019 contient plus de choses que celui actuel. Je pense notamment à tout ce qui est la partie anatomie, trauma, etc., qui aujourd'hui, dans le nouveau tronc commun, n'apparaît pas en tant que tel, mais est plutôt réintégré dans les parties spécifiques. Quand Rodolphe présentait la partie spécifique Sarbacane, posture, placement, etc., et spécificité par rapport au risque et à la sécurité de la pratique, on l'aborde plus dans ces modules-là maintenant. Aujourd'hui, le tronc commun, il est organisé sous 2 modules différents, qui est plutôt axé sur la vie associative et la connaissance du mouvement, et un qui est plutôt autour de la pédagogie initiale là, pour les animateurs, donc autour de la présentation d'une séance, autour des rôles de droits et devoirs, je dirais, de l'animateur, et de la connaissance des publics. Et donc, le côté vie associative, connaissance du mouvement, on demande, ça c'est du coup par rapport au cadrage fédéral, on demande à ce que ce module-là soit organisé par les comités, donc par un élu ou un professionnel salarié d'un comité. Ça permet également de faire du lien entre la vie associative des territoires et le comité UFOLEP. Et donc, ce module-là dure 3 heures. Et le module pédagogie initiale, qui lui peut être porté soit par le comité, soit directement par les formateurs techniciens bénévoles, lui dure aussi 3 heures, et idéalement il faut qu'il soit réalisé avant les spécifiques de l'activité, parce que effectivement, il vaut mieux faire de la pédagogie initiale avant de la pédagogie spécifique et pas l'inverse, mais il peut être intégré, être réalisé dans la foulée du spécifique si besoin. Voilà, donc pas de problème pour ceux qui l'ont déjà validé en amont. Il n'y a pas besoin de le repasser en l'état. Une fois qu'il est validé, il l'est pour l'ensemble des brevets fédéraux, voilà, aujourd'hui, actuel également, quoi. Merci. On en finit là? Plus de questions? Je vais donc juste terminer par quelques petites informations sur la fin d'année, sur les nationaux. Donc, pour rappel, le national de tir à l'arc été aura lieu dans la Somme. Ce sera le 5 juin 2022. Le Rassemblement national jeune tir à l'arc et le Rassemblement national Sarbacane, ils auront lieu dans la Nièvre le 3 juillet.
2022. En 2023, le national été aura lieu en Indre-et-Loire, à la Pentecôte. Nous n'avons pas de candidat actuellement pour le Rassemblement national jeune tir à l'arc et pour le Rassemblement national Sarbacane en 2023. Donc, je rappelle que les deux doivent être couplés sur la même date. En 2024, le national de tir à l'arc été aura lieu dans la Loire-Atlantique. Et Michel, est-ce que je peux l'annoncer ou c'est officiel? Michel, tu es là? Tu remets ton micro en bas à gauche. Ouais. Oui, je suis là. Ouais. On peut l'annoncer ou pas? Oui, le comité va être informé prochainement, mais tu peux l'annoncer, oui. Donc, le Rassemblement national jeune tir à l'arc et le Rassemblement national Sarbacane en 2024 auront lieu dans le 04. Voilà. Donc, il nous manque un candidat pour 2023 pour le RNJ, les Rassemblements national tir à l'arc et le Rassemblement national Sarbacane. Donc, avis aux candidats. Voilà pour ces infos-là. Comme Sébastien vous l'a dit tout à l'heure, donc la réunion donc, a été enregistrée, elle sera diffusée d'ici au plus tard la semaine prochaine. Prochain rendez-vous dans 15 jours pour la présentation du plan national de formation de tir à l'arc animateur. Donc, ça sera le 13 décembre à 20 h. Et au mois de janvier, on vous redonnera un autre rendez-vous pour un dernier point formation. Ça sera, on vous communiquera la date, pareil, hein, par tous les moyens possibles. Tu veux dire deux mots, Rodolphe, ou... Alors, honnêtement, plus fort, un peu plus fort. Oui, je dis normalement, il aurait mieux valu inverser les deux dates entre celle de janvier et celle de décembre par rapport au contenu qui sera proposé. Mais, parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini, on n'a même pas tout fini complètement, le stage d'animateur tir à l'arc. Par contre, on a un stage qui est proposé en amont de ce stage BFA tir à l'arc, qui est un stage archer. Donc, il faut qu'on en rediscute entre nous, mais on vous annoncera si on maintient le BFA tir à l'arc pendant 15 jours ou si on le met début janvier. Mais enfin, de toute façon, sachez que vous aurez ces deux contenus-là, soit dans le sens qui a été annoncé par Jérôme, soit dans le sens inverse. Voilà, donc c'est un stage, une webconférence sur le BFA tir à l'arc et une webconférence sur le stage archer. OK. Et donc, comme on vous disait tout à l'heure, le règlement d'arbitrage est en restructuration, sans grosse modification, ce sera plus de la forme. On vous le présentera également lors d'une visioconférence en début 2022. Voilà. Donc, si c'est bon pour tout le monde, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je remercie encore le groupe de travail, les membres de CNS et Marion d'avoir été présentes ce soir. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Okay. À bientôt à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et je garde les membres de CNS. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.